Depuis plusieurs mois et notamment depuis son titre à Wimbledon, beaucoup se demandent qui va pouvoir contester la suprématie de Carlos Alcaraz ces prochaines années. Alors on a évidemment des joueurs comme Yannick Sinner, comme Holger Rune, mais aujourd'hui sur Game Set Talk on va vous présenter 5 profils nés entre 2004 et 2006, plus ou moins connus du grand public qui pourraient venir donc concurrencer l'Espagnol ces prochaines années. On voit ça tout de suite après le jingle. Alors évidemment, cette liste, elle n'engage que nous. Il y a plein d'autres joueurs qui seraient à même d'intégrer le top 15, le top 20, voire même le top 10 lors des années qui suivent, hors les 5 profils qu'on va vous présenter. Mais le premier sur lequel on aimerait revenir, et c'est peut-être le seul joueur ultra connu pour les amateurs de tennis, on s'entend, de cette liste, c'est le français Arthur Fils, qui est déjà dans le top 50. C'est le plus jeune joueur du top 50. On l'avait déjà évoqué évidemment sur la chaîne à l'occasion du tournoi de Lyon, lors duquel on était allé faire un vlog pour son tout premier titre sur le circuit ATP, son deuxième titre de la saison après celui au Challenger d'Oeiras. Il réalise une superbe saison, Arthur Fils, le protégé de Laurent Raymond, qui a été suivi à Hambourg par Ivan Ljubicic, qui n'est pas loin, on le rappelle, depuis quelques mois, des jeunes Français dans le cadre de sa mission avec la Fédération française. Il y a évidemment ses 2 premières demi-finales sur le circuit à Marseille et à Montpellier, où il bat des joueurs comme Richard Gasquet, comme Stan Wawrinka. Il y a ses 2 premiers tableaux en Grand Chelem, à Roland-Garros, à Wimbledon, à chaque fois battu par Alejandro Davidovich Fokina. Cette première victoire en Masters 1000 et ce premier succès face à un top 10, face à Casper Ruud, donc lors du tournoi sur terre battue allemand qu'on vient d'évoquer il y a quelques semaines. En termes de style de jeu, on va pas s'étaler, c'est le joueur le plus connu, on l'a répété, de ce top 5 des futurs cracks du circuit ATP. Il y a un gros volume en coup droit, une très bonne première balle. Il fait un peu penser, je trouve, dans son body language à Joe Wilfried Tsonga, même si voilà, il y a quelques différence quand même, notamment le coup droit qui est frappé de manière beaucoup plus liftée que celui de Joe qui était beaucoup plus à plat. Dans ses marges de progression, il y a pas mal de choses encore. Il y a évidemment sa constance, côté revers notamment, où il a encore pas mal de progrès à faire. Comment il va évoluer aussi hors terre battue, parce que pour l'instant ses principales références ont été obtenues, en tout cas sur le circuit principal, sur terre battue. Et puis il y a aussi voilà, sa manière de défendre, où je trouve que quand le plan A ne marche pas ou qui voilà, se retrouve face à un adversaire qui réussit à mettre beaucoup de longueur ou à varier énormément, il manque encore d'un plan B et d'une profondeur de balle qui lui permettrait d'inverser le cours de l'échange. Évidemment, on se fait pas du tout de soucis pour Arthur. Moi, je le vois potentiellement top 5, top 10. Alors évidemment, là encore, comme la liste qu'on vous donne, le potentiel de ces joueurs-là et leur classement reste évidemment coordonné à tout un tas de facteurs, les blessures, facteurs chance aussi, parfois, des opportunités, des tableaux aussi qui seraient plus ou moins favorables et qui permettraient d'aller plus ou moins loin dans les tournois et de prendre un nombre de points plus conséquent. Cet été, il doit disputer les qualifs de Cincinnati, Winston-Salem, avant donc le grand frisson américain avec ce 3e tableau en Grand Chelem, le premier à l'US Open, mais en tout cas on suivra avec attention les perfs d'Arthur Fils. Deuxième joueur qui risque de crever l'écran après Arthur Fils dans les années qui viennent, Zheng Shenshang, le chinois, qui avait déjà abordé Alex il y a près de 18 mois dans une chronique lors du tournoi d'Indian Wells, le chinois qui est né en 2005. On a abordé Arthur Fils qui est né lui en 2004, donc il y a 19 ans. Maintenant on va aborder que des joueurs qui sont nés entre 2005 et 2006. Ça ne nous rajeunit pas tout ça, certains n'ont pas connu la finale de la Coupe du Monde de football 2006 et ce fameux coup de tête de Zinedine Zidane. On revient au tennis donc avec ce jeune chinois qui a commencé le tennis lorsque Lina a gagné Roland Garros en 2011, lui qui est issu d'une famille de sportifs avec un père ancien footballeur, une mère ancienne pongiste. On connaît l'importance du tennis de table en Chine. Il est arrivé en Floride à l'âge de 11 ans et a intégré l'académie ex-Bollettieri, on le sait, lui qui a cornaqué notamment Maria Sharapova et plein d'autres champions. Il est sous l'aile de Dante Bottini actuellement, qui a été l'ancien coach de Kei Nishikori et de Grigor Dimitrov, et il était même suivi par Marcelo Rios ces dernières années avant que ce dernier se fasse renvoyer du cadre par son père. Marcelo Rios qui, pour la petite histoire, disait du jeune chinois qu'il avait évidemment un potentiel monstre et qu'il serait numéro 1 mondial, et quand il s'est fait virer du staff de Zheng Shenshang, a été un peu plus catégorique sur le fait que oui, il avait énormément de talent et qu'il serait sûrement très bon, mais que c'était, je cite, un branleur. Donc voilà, ça c'était un peu le fun fact qui entourait Zheng Shenshang. En termes de style de jeu, c'est un pur gaucher qui frappe très bien des deux côtés, je trouve, qui est assez offensif, qui réussit à adapter son jeu à la surface. On l'a vu, un premier chinois de l'histoire du tennis dans l'ère Open, on s'entend, a gagné un match à l'Open d'Australie. Il était sorti de qualification en battant notamment des joueurs comme Verdashko, comme Marochan, qui a battu Alcaraz à Rome. Il avait battu Oscar Otte au premier tour avant de perdre contre Frances Tiafoe au second tour, qu'il a aussi perdu il y a quelques semaines sur le sol américain. Mais en tout cas, c'est un joueur qui gagnerait peut-être
un peu plus consistant au service. Il est capable de bien servir, mais voilà, aussi de commettre un peu plus de double faute que ce qu'il commet d'ace lors de certaines rencontres. Et donc, voilà. Je pense que ce serait bénéfique pour lui d'être un peu plus constant de ce côté-là. Mais pour en revenir sur ses points forts, je l'ai dit, très belle frappe des deux côtés. Avec sa trajectoire de gaucher, il a la capacité de sortir son adversaire du court. Et puis n'hésite pas aussi à monter à la volée. Belle main, ce jeune Chen Shang qu'on devrait donc évidemment voir. Lui qui a remporté un challenger en 2022. Et il faut savoir d'ailleurs que pour la petite histoire et pour le lien qui l'unit à Carlos Alcaraz, c'était le plus jeune joueur à se qualifier lors de l'Open d'Australie 2023, donc depuis Carlos Alcaraz lors de l'Australian Open 2021. Donc voilà, ça témoigne quand même de la précocité de ce jeune joueur qui sera a priori, pour moi, au moins top 15 à l'avenir, voire peut-être même top 10. Le troisième joueur, j'en fais ma future pépite. Sur le circuit ATP, il est brésilien, il a seulement 16 ans, il va avoir 17 ans à la fin du mois d'août. C'est Joao Fonseca, qui est déjà 643e joueur mondial et 6e chez les juniors, quart de finaliste de tous les grands chelems dans cette catégorie cette année. Énorme puissance en coup droit voilà, pour développer un peu les grands axes de son système de jeu. Il essaye de dicter l'échange avec sa puissance presque surhumaine pour un joueur de son âge côté coup droit. Il n'hésite pas, et ça c'est très intéressant, ce qu'on peut voir aussi d'ailleurs chez un joueur comme Arthur Fils ou Carlos Alcaraz, à provoquer son destin sur les points importants. Il n'hésite pas à prendre énormément de risques. Il a déjà battu des solides 250 et il a battu d'ailleurs Seybothwild qui avait battu, on le rappelle, Medvedev à Roland Garros en Challenger cette année au terme d'un superbe match. Donc voilà, non, déjà un gros potentiel chez ce joueur. En termes de marge de progression, je pense qu'il peut encore progresser à la volée notamment. C'est pas forcément le joueur qui a la meilleure main, mais en tout cas je pense que quand il va commencer à se développer et à prendre encore un peu en puissance, il est aussi capable de bomber en revers sur terre battue, de servir kické extérieur. En tout cas c'est un joueur qui a plein d'armes. J'attends encore de voir, comme notre cher français, comment il va pouvoir se développer hors de la terre battue, parce que c'est vrai que le service kické prend d'autant plus d'importance sur terre battue. Le revers bombé pareil pour faire reculer son adversaire, ce qui lui permet ensuite de ravancer et de dicter, comme je l'ai dit, l'échange avec son coup droit. Mais en tout cas voilà, vraiment un énorme potentiel chez ce jeune joueur qui a déjà un contrat avec la marque suisse On qui sponsorise des joueurs comme Swiatek ou Ben Shelton. Donc en tout cas voilà, les marques commencent déjà à s'intéresser à lui alors qu'il est né en 2006. On vous laisse deviner qui est son idole. Évidemment il s'agit de la légende de son pays, Guga Kuerten, multiple vainqueur à Roland Garros, et on peut lui souhaiter en tout cas la même carrière pour ce joueur qui a fait ses débuts sur le circuit ATP cette année à l'ATP 250 de Rio, qui a été largement battu par Alec Molcan, mais voilà, en tout cas qui a beaucoup d'arguments, vous l'avez compris, à faire valoir d'ici les 5 voire 10 prochaines années. Et donc en termes de potentiel, je le place lui aussi dans le top 10. Après, voilà, encore une fois, on parlait de tous les facteurs qui peuvent entrer en compte dans les années qui viennent. Pour un joueur de 16 ans, forcément, qui a 15 ou voire 20 ans de carrière devant lui, il peut se passer encore plein de choses et c'est d'autant plus difficile de prédire quel niveau plafond il sera en mesure d'atteindre. J'en profite pour faire une petite aparté sur notre nouveau partenaire dont vous avez déjà sans doute entendu parler. Il s'agit de Royalties. Royalties, c'est quoi? C'est une plateforme qui s'allie aux sportifs pour vous permettre d'investir sur la carrière de ces derniers. Donc comment ça marche? Vous allez sur la plateforme, vous déposez de l'argent et après vous achetez des ROI. Voilà, c'est on va dire des parts de la carrière d'un sportif, et ensuite cette part, un peu sur le même principe que la bourse, augmente ou diminue en fonction des performances réelles de l'athlète. Donc on a parlé de Joao Fonseca, il n'est pas encore sur la plateforme, mais si jamais il venait à l'être, vous pourriez investir sur sa carrière si vous pensez qu'il va percer et peut-être réaliser des gros bénéfices, sachant que l'athlète qui s'engage avec Royalties touche des commissions si ses performances, du coup qui font augmenter son ROI, font gagner de l'argent à la plateforme. Donc évidemment lui aussi a un intérêt dans tout ça. Tout le monde a ses intérêts évidemment dans ce genre de concept, mais donc n'hésitez pas, si c'est un projet qui vous intéresse, à utiliser notre lien d'affiliation pour bénéficier de tous les avantages qui vont avec. Quatrième et avant-dernier joueur de cette liste, et peut-être que certains s'étonnaient de ne pas en avoir entendu parler jusque là dans cette vidéo, c'est Martin Landalus, lui aussi de la génération 2006, l'Espagnol qui est pensionnaire de la Rafael Nadal Academy, qui a le même agent que Carlos Alcaraz, ce qui lui permet évidemment de côtoyer les meilleurs joueurs de son pays, entre Rafael Nadal et Carlos Alcaraz. Évidemment, il sort d'un titre à l'US Open Junior l'an dernier, il a été numéro 1 mondial dans la catégorie, il a un peu tardé à percer sur le circuit professionnel, même si ses résultats sont meilleurs ces derniers temps. Lui qui est aux alentours de la 740e place mondiale et qui commence à battre, on va dire régulièrement, des joueurs solides du top
300, 400. En tout cas, c'est assez prometteur. Il a fait ses débuts sur le circuit à Gijón l'an dernier, battu par Tommy Paul assez largement, même s'il y avait une belle résistance dans le premier set. Puis il y a aussi eu cette wildcard du côté de Madrid cette année, où il a été très largement battu là pour le coup par Richard Gasquet. Il a une belle qualité de frappe des deux côtés, même s'il manque encore de consistance. Il a une belle main lui pour le coup, il se déplace très bien. Sa deuxième balle tend encore à se perfectionner de manière à être peut-être un peu moins friable immédiatement dans l'échange quand il n'a pas forcément un très bon pourcentage de première. Mais là aussi, on a peut-être encore, en termes de QI tennis, l'un des plus gros espoirs du circuit. Encore un Espagnol, me direz-vous. Quand on parlait de ses meilleurs perfs, il a notamment battu Kovalik en challenger, et il n'était pas loin contre Taro Daniel à Umag. Il est fan du Real Madrid, comme Rafa. Son tournoi préféré est Wimbledon. On sait qu'il est plus à l'aise sur surface rapide, en témoigne son titre à l'US Open Junior, mais comme on l'a vu aussi à Umag il y a quelques semaines, il est capable d'accrocher des joueurs du top 50, 100, 200. Donc en tout cas, à voir ce que ça va donner Martin Landaluz dans les prochains mois. C'est très prometteur. Imaginez un joueur fan de Borna Coric et de Novak Djokovic qui ne mange que des aliments naturels pour avoir une hygiène de vie irréprochable, capable notamment de retourner les deux pieds dans le terrain, qui a un revers extrêmement percutant, beaucoup de points communs avec le Serbe. Je veux bien évidemment parler de Dino Prizmic, dernier joueur donc de cette liste, 18 ans, de la génération 2005, le Croate représenté par Ivan Ljubicic, qui a remporté Roland Garros Junior cette année et qui a fait ses débuts sur le circuit à Umag l'an dernier avant d'y gagner son premier match cette saison. Quart de finaliste d'ailleurs, il sera seulement battu par Popyrin. Il a notamment battu Piros, qui est un joueur assez confirmé du top 250. Dino Prizmic, c'est peut-être un des plus gros potentiels, là aussi, de sa génération, avec, on l'a dit, ce revers hyper percutant, une grosse puissance de frappe quand même des deux côtés, une capacité à bomber en coup droit qui fait des ravages sur terre et qui le rend bien plus efficace sur cette surface. Voilà, c'est pas pour rien qu'il a gagné Roland Garros sur terre et que c'est à Umag qu'il a fait ses premiers faits d'armes sur le circuit. En termes de marge de progression, lui, je pense que même si c'est pas mal pour un joueur de son âge, il gagnerait, pour un joueur qui mine de rien ne varie pas beaucoup, même s'il y a une ou deux amorties ici et là, mais à développer une certaine puissance du fond de manière à passer un cap, vraiment. Et puis lui, pareil, encore le service, on a l'impression de se répéter, mais c'est vrai que ça reste des axes d'amélioration qui sont communs un peu à tous ces jeunes joueurs, plus pour certains que pour d'autres. Et je pense que pour Prizmic, vu son style de jeu et sa volonté vraiment de rentrer dans le terrain et de frapper très fort, voilà, avoir un service digne de ce nom. On ne lui demande pas d'avoir le service de Milos Raonic, mais ce sera évidemment une corde en plus à son arc. Outre tous les faits d'armes qu'on vient d'évoquer, il a aussi 5 quarts en Challenger déjà, donc 2 à Oeiras. En tout cas, très gros potentiel ce Dino Prizmic que je vois top 15, on va dire, voilà, voire même peut-être top 10. Globalement, vous allez dire, je me répète, c'est tout le temps les mêmes potentiels, mais oui, ces 5 joueurs, évidemment, s'ils sont à même de concurrencer Alcaraz potentiellement dans quelques années, ils seront forcément top 10 sur la durée, en tout cas, sauf blessure ou vraiment explosion dans le sens négatif du terme. Mais voilà, en tout cas, je pense que le panel de ces 5 joueurs-là est assez représentatif de la next generation qui risque d'arriver bientôt sur le circuit ATP. N'hésitez pas à nous dire si on a oublié quelques noms. On en a forcément oublié parce qu'il n'y a pas que 5 joueurs qui sont à même de réaliser des performances dignes de ce nom. Je pense notamment à Mikkelsen qui va arrêter sa carrière universitaire pour se lancer sur le circuit professionnel après sa finale à Newport. Il y a des joueurs comme Cooper Williams de la génération 2006 encore qui sont méconnus, mais qui voilà, sont encore une fois à même. Daniel Rincon, j'en oublie certainement, mais voilà, il y a une quinzaine voire une vingtaine de joueurs qu'on peut imaginer facilement dans le top 50 à l'avenir, voire même au-delà. Donc n'hésitez pas à discuter avec nous de tout ça en commentaire. Nous on se retrouve pour l'US Open, un US Open qui promet d'être fantastique entre la course pour la place du numéro 1 mondial et la potentielle revanche entre Carlos Alcaraz et Novak Djokovic. Est-ce que Carlos Alcaraz va poursuivre son hégémonie et marquer une nouvelle ère dans ce circuit si cadenassé depuis 25 ans? Est-ce que Novak Djokovic va revenir pour un ultime baroud d'honneur? Est-ce que Daniil Medvedev va renaître de ses cendres sur son terrain de jeu favori? C'est ce qu'on verra en tout cas. N'hésitez pas à lancer la discussion dans les commentaires. On sera très heureux de pouvoir vous répondre et de vous faire vivre donc toute cette tournée américaine sur la chaîne.